Voilà, bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce second LinkedIn Live avec La Lucarne. La Lucarne en live, on a énormément de plaisir aujourd'hui à inviter Alix Marté à venir nous parler de personal branding, de marque personnelle. Alors pour rapidement faire le tour, je suis Anne-Sophie Marchal, co-directrice de La Lucarne et responsable de la médiation culturelle au château de Gruyère. Je suis avec ma collègue aussi Sarah Terrier, aussi co-directrice de La Lucarne et Sarah, si tu veux te présenter. Marque personnelle. Oui, alors Sarah Terrier, co-fondatrice de La Lucarne. Je suis également chargée de la médiation culturelle au sein d'un musée de beaux-arts qui s'appelle le musée Yéniche à Vevey sur la Riviera suisse. Et je m'occuperai du chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser durant l'échange. Et puis, je ne manquerai pas de les transmettre à Alix et à Anne-Sophie. Voilà. Alors, du coup, Alix, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, te présenter et nous présenter Omnia Culture, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Alix Marté, la cofondatrice d'Omnia Culture. Et Omnia Culture, c'est un cabinet de recrutement et d'accompagnement de carrière spécialisé dans les secteurs de la culture, des médias et de la communication. Et donc, notre travail, c'est non seulement d'aider les entreprises culturelles à recruter, mais aussi d'accompagner toute personne qui cherche un emploi dans la culture à trouver son job de rêve. Voilà. C'est parfait. Et puis, toi, tu as lancé donc Omnia Culture avec Chloé Liénard. Du coup, je ne sais pas si on peut en toucher un mot de votre collaboration depuis 2 ans, 3 ans? Tout à fait. Donc, ça fera 3 ans en janvier 2024, puisqu'on s'est créé en janvier 2021 avec mon associé Chloé Liénard, effectivement. Donc, on est encore une jeune entreprise, mais une jeune entreprise qui dépote. C'est clair. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont effectivement entendu parler de tout ce que vous faites. C'est quand même assez dingue. On en avait vraiment besoin parce qu'on sait très bien que le secteur culturel est un secteur vraiment particulier. Et c'est justement pour ça qu'on va parler aussi de marque personnelle aujourd'hui, parce que quelque part, on sait très bien que c'est un secteur où il y a effectivement, de façon générale, toute filière confondue, plus de demandes que d'offres. Donc, il y a vraiment une sorte de bouchon, on va dire. Alors, pas exactement pour tous les secteurs de la culture, mais en tout cas, quand même une grande partie. On se retrouve un peu toujours dans les mêmes situations. Et le problème, c'est ça, c'est comment faire la différence dans un secteur qui, effectivement, est en saturation. Et Alix, toi, ton fer de lance sur lequel on te retrouve à 100%, c'est justement utiliser la marque personnelle pour, en tout cas, faire une différence certaine sur ce marché de l'emploi. Est-ce que tu pourrais nous décrire, selon toi, voilà, dans tes mots, comment est-ce que tu définirais le concept de marque personnelle? Et puis, pourquoi est-ce que c'est si important de la développer? Tout à fait. Donc, la marque personnelle ou personal branding en anglais, c'est vraiment l'image professionnelle que vous renvoyez sur un marché donné. Et ce qui est important à préciser, c'est que c'est vraiment une image professionnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que vous devez construire et surtout qui est propre à chaque type de situation. Donc, cette marque personnelle, elle peut justement être utile que vous soyez en demandeur d'emploi, donc en recherche d'emploi dans la culture, mais également si vous souhaitez développer votre activité en tant qu'entrepreneur, ou si vous êtes employeur, vous pouvez également utiliser la marque personnelle pour attirer de nouveaux talents. Donc, c'est vraiment très large. Et ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que c'est non seulement en ligne, mais c'est aussi hors ligne. Donc, c'est-à-dire toutes les actions que vous allez mettre en place pour renforcer votre visibilité sur un marché donné. Et encore une fois, ce marché, ça peut être le marché de l'emploi culturel, le marché de votre activité. Donc, si vous êtes médiatrice culturelle indépendante, par exemple, ça peut vous aider à vraiment gagner en compétences. Ça vous permet de vous rendre visible de potentiels clients et aussi de vous tenir au courant, en veille de ce qui se passe. Et si vous êtes un employeur, ça vous permet également, sur le marché de l'emploi, encore une fois, d'attirer les bons candidats. D'attirer les talents, exactement, ce qu'on appelle aussi la marque employeur de façon plus générale quand c'est pour l'entreprise en général, mais c'est la même démarche finalement. C'est la même démarche, oui.
Exactement. Du coup, comme tu disais, donc que ce soit en indépendant ou en tant que salarié, on va plutôt parler du cas des salariés parce que, D'accord, très bien. pour aujourd'hui peut-être, étant donné que c'est quand même la majorité des cas, Oui. les gens sont dans le secteur culturel, là où ils peinent en fait à trouver souvent des postes, voilà, en fixe quelque part. Donc c'est leur donner peut-être quelques astuces sur comment est-ce qu'on peut développer sa marque personnelle. Du coup, tu parlais effectivement du fait que c'est en ligne, hors ligne. Alors on peut commencer peut-être par en ligne parce on sait bien que LinkedIn c'est un excellent moyen de développer sa marque personnelle. Est-ce que tu as quelques astuces par exemple à donner sur LinkedIn en particulier, qui est quand même le réseau professionnel par excellence? Et puis je vais faire 2 questions en une parce que tu parlais tout à l'heure que c'était une image professionnelle, mais est-ce qu'on peut parler de sa vie privée aussi, mine de rien, pour alimenter justement sa marque personnelle, son image professionnelle? Tout à fait. Donc, donc, pour répondre à ta première question, LinkedIn est effectivement le réseau social principal qu'on va utiliser quand on souhaite développer sa marque personnelle. Après, on pourra parler de tous les autres formats qui existent aussi pour le faire. Mais c'est vrai que dans un premier temps, LinkedIn est souvent le réseau prioritaire, car c'est le réseau professionnel vraiment orienté emploi. Donc, quand vous êtes en recherche d'emploi, c'est justement un réseau social qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs-là, voilà, de recherche d'emploi. L'idée étant de renforcer votre visibilité sur le marché, de vous rendre visible des recruteurs. C'est cette notion de visibilité qui est très importante, puisque très souvent, LinkedIn, ça fait peur. Voilà. C'est qu'on se dit, quand on l'aborde pour la première fois, on se dit qu'on va être obligé d'aller à la rencontre de personnes qu'on connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, qu'on va être obligé de les contacter, que il faut, voilà, c'est vraiment un monde totalement à part. Et en fait, LinkedIn, c'est un réseau social comme un autre, en fait. Hein. Ça ressemble beaucoup à Facebook, d'une certaine manière, pour les générations qui utilisaient Facebook, évidemment. Puisque c'est vraiment de la création de contenu. Et en fait, dans un premier temps, vraiment, moi, le conseil que je donne systématiquement, c'est d'abord d'avoir un profil qui est optimisé. Puisque ça ne sert à rien de se lancer dans la création de contenu rédigé sur LinkedIn si ça ne renvoie pas sur un profil professionnel qui est en alignement avec les objectifs visés. Donc, ça passe voilà, par un titre de profil qui est adapté à la recherche d'emploi, du poste visé, une photo professionnelle, hein, mais aussi vraiment des mots-clés qui apparaissent dans le profil, dans le descriptif des expériences, dans le résumé, qui permettent de donner une idée globale, en fait, de ce que vous valez sur le marché. Voilà, qu'est-ce que vous recherchez, quels sont vos objectifs et qu'est-ce que vous êtes capable de faire. C'est le premier conseil. Je vais en donner 3. Le second conseil, c'est que la marque personnelle, c'est un investissement dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose qui va faire ses effets du jour au lendemain. Vous n'allez pas trouver votre job de rêve en 2 semaines, simplement en commençant à créer du contenu sur LinkedIn. C'est vraiment un investissement sur le long terme, que d'ailleurs, moi, je recommande de débuter le plus tôt possible, hein, même en tant qu'étudiant. Hein. Si vous avez cette possibilité, c'est de pouvoir commencer assez tôt. Et ensuite vraiment d'investir du temps dedans. Donc c'est vrai que quand on est en poste, par exemple, c'est un peu plus compliqué, mais quand on est en recherche d'emploi, on a un peu de temps à consacrer. Et donc c'est bien, voilà, déjà d'étudier vraiment la stratégie qu'on va adopter en fait après avoir bien optimisé son profil. C'est concrètement de quoi vous allez parler, voilà. C'est vraiment le sujet, hein, quand vous allez créer du contenu, de quoi vous allez parler, à quelle fréquence aussi. Alors, dans un premier temps, il n'y a pas besoin non plus de publier tous les jours. Hein. Avec Anne-Sophie, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Mais il n'y a vraiment pas besoin. Voilà, c'est pas parce que vous publiez tous les jours que vous aurez plus de chance. Hein. Une fois par mois dans un premier temps, puis ensuite 2 fois par mois peut-être, puis ensuite 2 fois par semaine. Au bout d'un moment, si vous voyez que ça fonctionne, il faut aller à votre rythme. Surtout, ça, c'est important et c'est lié au 3e conseil que je vais donner aussi. C'est vraiment de ne pas vous forcer à faire quelque chose si vous n'êtes pas à l'aise. C'est-à-dire que LinkedIn, encore une fois, c'est une plateforme comme une autre. Il y a d'autres plateformes que vous pouvez utiliser pour votre marque personnelle si vous n'êtes pas à l'aise avec LinkedIn. Voilà.
Ça, c'était la réponse C'est à la première question. Voilà. c'est top. Alors, je rebondis juste parce que du coup, Oui, souvent, on voyait dans vos posts aussi, je trouvais quelque chose de très juste. Les gens mettent parfois dans leur titre en recherche d'emploi dans le secteur de non, il ne faut pas faire ta ça. ou pour tel domaine. Voilà, ça, je voulais juste que tu rebondisses là-dessus Non, parce non, que quand tu bien disais qu'il sûr, fallait que ce oui. soit, voilà, c'est pas un emploi être en recherche d'emploi. Donc, effectivement. Pas du tout. Non, non. L'intitulé du profil LinkedIn doit systématiquement être le poste visé. LinkedIn est un algorithme, comme tous les réseaux sociaux, ça fonctionne par mots-clés. Moi, en tant que recruteuse, chasseuse de tête, si je cherche un profil, je vais taper dans la barre de recherche LinkedIn chargé de médiation. Je vais pas taper recherche d'emploi chargé de médiation. Et voilà. Voilà, il faut que je tombe sur les bons mots-clés, justement, qui doivent être présents dans votre profil pour que vous puissiez remonter dans les recherches. Ça, c'est très intéressant, vu que toi, effectivement, tu as la double casquette, d'aider les candidats à s'insérer sur le milieu, mais aussi, effectivement, à recruter. Est-ce que ça t'aide d'avoir les candidats qui mettent open to work dans leur Alors, vignette ou pas forcément? la plupart des statistiques ne permettent pas aujourd'hui d'affirmer ou d'infirmer que c'est utile. Enfin voilà, il y a pas, pour l'instant, c'est pas assez probant. Donc que vous le mettiez ou non, ça ne sera pas déterminant. Voilà, c'est pas du tout un élément qui va être pris en compte. Nous, en tant que chasseuses de tête, et pour nos collègues aussi, confrères, consoeurs, chasseurs et chasseuses de tête, c'est pas un argument. De toute façon, si votre profil nous intéresse, on se connectera à vous, on vous contactera en MP et on vous demandera si vous êtes ouvert ou ouverte à de nouvelles opportunités. D'accord, ouais, donc effectivement, donc c'est C'est pas intéressant de savoir. déterminant. Alors, j'ai vu qu'effectivement dans les commentaires, il y avait des réflexions par rapport au fait qu'il y a des freelances parmi nous. Alors, on va pouvoir parler quand même de la marque personnelle freelance, ça c'est clair. Non, mais bien sûr. Oui, l'entrepreneuriat, on va en parler. C'est juste qu'en général, c'est surtout les personnes en recherche de salariat qui effectivement peinent à trouver du travail. Les freelances, c'est encore un peu une autre démarche, mais par contre, j'ai vu beaucoup de freelances qui laissaient open to work justement sur leur profil LinkedIn, et je dois avouer que je trouve ça plutôt contre-productif pour le coup, parce que j'ai l'impression que et open to work, évidemment, quand on est en freelance, on est toujours un peu open to work, open aux collaborations et puis à ce genre de choses. Mais voilà, je trouve que puis quand ça reste longtemps, on en avait discuté avec Sarah aussi, on trouvait pas ça forcément un très bon signe aussi. C'est-à-dire que la personne, peut-être, ça fait 1 an qu'elle a son open to work et puis voilà. Encore une fois, voilà, il n'y a vraiment aucune statistique aujourd'hui qui permet de dire si c'est efficace ou non. Pour l'instant, Ouais. Si ça se trouve, plus tard, on pourra mieux comprendre, puisque la base de toute façon de la marque personnelle, même si le profil en lui-même est important, c'est ce que vous dites en fait, comment vous prenez la parole sur le réseau, qui va être important et qui va déterminer justement quelle quantité et combien de leads qualifiés, comme on appelle ça en développement commercial, combien en gros de prospects qualifiés correspondant à votre activité, à votre offre de service, vous allez attirer en créant du contenu. Et encore une fois, ça c'est très important à préciser sur LinkedIn, quand on parle de marque personnelle, ce n'est pas votre page entreprise. Il faut bien faire la distinction entre les deux. La Lucarne, par exemple, c'est une page entreprise, et de l'autre, Sarah et Anne-Sophie qui prennent la parole en leur nom propre, avec leur propre profil sur le réseau social, sur LinkedIn. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. Et tout l'intérêt, quand on commence à maîtriser le réseau, après, c'est de faire dialoguer les deux, en fait, voilà, pour que la stratégie d'un côté corresponde à la stratégie de l'autre. Mais il faut savoir qu'en tant que freelance, dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de page entreprise. Vous pouvez tout à fait lancer votre business rien qu'avec un profil personnel. Et voilà, en fait, c'est vraiment toute une stratégie à commencer à travailler le plus tôt possible. Alors, est-ce que tu veux répondre d'abord à la deuxième question que je t'avais posée tout à l'heure, et puis après on passera peut-être sur les freelances, justement, si tu as une stratégie à adopter par rapport à juste à LinkedIn, et puis après on passera peut-être aux autres idées qu'on aurait pour développer sa marque personnelle, vu que c'est pas que justement sur LinkedIn, et puis LinkedIn, c'est pas que du contenu, ça va être aussi du réseau, etc. Donc voilà. Alors, c'était quoi la deuxième question déjà? Alors, la deuxième question, c'était... Mince. J'avais... Ah, il y a les sécheurs aussi. Sarah, tu t'en souviens? Mince, on ne peut pas revenir en arrière, évidemment. Eh ben, j'ai perdu le fil, du coup. Oui, pardon, moi, j'étais en train de lire la question sur le chat. Alors, peut-être pendant que tu cherches la question... Peut-être qu'il y en a certains qui se souviendront. Voilà, Valérie Gauthier demande des conseils pour les profils slasheurs. Est-ce que la polyvalence n'est pas notamment dans ce secteur culturel un potentiel frein?
Ah, question Les slasheurs. hyper fréquente qu'on a vraiment très souvent. Et avec Chloé, mon associée, nous-mêmes, on est des slasheuses, hein, on fait tellement de choses. Et c'est vrai que le slashing, c'est quand même assez récent. Hein. Alors après, ça a existé de tout temps hein, dans le secteur culturel. Honnêtement, le slashing, ça existe depuis toujours. C'est juste qu'on n'appelait pas ça le slashing. Mais la pluriactivité dans le secteur culturel, c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien, hein, notamment parce qu'il y a le régime de l'intermittence déjà, mais aussi parce que maintenant, on peut faire du cumul en plus d'un emploi salarié, d'un statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est une problématique qu'on rencontre très souvent. Et tout, moi, je dis vraiment, tout dépend de l'objectif visé. C'est-à-dire que quand on est en recherche d'un emploi en CDI à temps plein, vraiment, le fait d'être slasher, parfois, peut être perçu voilà, par les recruteurs comme quelque chose de négatif. Alors moi, je ne suis pas du tout de ce bord-là, mais c'est vrai que ça peut, aux yeux d'un recruteur, on peut se dire « Ah, cette personne, ce candidat ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie ». Ce qui est extrêmement panique, enfin ça fait paniquer les recruteurs, ça. Parce qu'on se dit que la personne n'est pas fidèle, qu'elle est tellement habituée à faire des petites missions par-ci par-là, qu'elle ne va pas être capable de s'engager sur un poste à temps plein de manière pérenne. Ce qui est complètement stupide. Hein. Encore une fois, moi, je raisonne pas du tout comme ça. En revanche, si l'objectif est vraiment de continuer à cumuler voilà, une activité de médiation salariée avec une activité de médiation freelance et de la création de contenu sur YouTube, par exemple, ou de donner des conférences ou de donner des cours dans l'enseignement supérieur, le fait de multiplier ces activités-là, si vous comptez rester indépendant et continuer vraiment en slashing, alors là, il n'y a jamais eu aucun souci. Hein. C'est tellement fréquent, même en dehors du secteur culturel, de plus en plus. Les parcours ne sont plus linéaires, de toute façon, aujourd'hui, hein, notamment depuis le Covid. Et donc, c'est vraiment pas un problème. Voilà, vraiment pas. Et l'intérêt de la marque personnelle, c'est justement de pouvoir de temps en temps insister plutôt sur un pôle, de temps en temps sur un autre, en fonction des besoins. Si par exemple, vous donnez des cours dans l'enseignement supérieur et que vous vous dites « Ah ouais, c'est quand même plus rémunérateur que la médiation salariée », je n'en sais rien, je dis ça comme ça, vous pouvez vous dire « Bon, bah voilà, dans un premier temps, mon objectif sur LinkedIn va être de me rendre visible des responsables pédagogiques de l'enseignement supérieur pour qu'ils me proposent des contrats. » Voilà. Et ensuite, ça peut changer d'un mois sur un autre. Hein. Tout dépend vraiment de l'objectif que vous visez. Alors, et puis surtout, si on est slasher dans le même secteur ou pas. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut aussi parler du slashing, voilà. Ça, c'est vrai. Mais effectivement, voilà, si on reste dans le fait qu'on est dans le même secteur culturel et puis qu'on a plusieurs activités, ça peut être un vrai complément et il y a des vrais vases communicants en termes de réseau, de compétences transversales, etc. Enfin, on en est convaincus, ça c'est clair, mais il est vrai que ça peut faire peur et en même temps, la marque personnelle peut être là justement pour rassurer. C'est-à-dire que via justement la stratégie de contenu qu'on met en place, les différentes activités qu'on valorise ou pas et la façon dont on le fait, ça peut être au contraire très rassurant. Merci à ceux qui se souvenaient de la question de tout à l'heure sur le fait que, voilà, c'était peut-on parler de sa vie privée sur LinkedIn? En tout cas, peut-on parler, voilà, sur LinkedIn ou ailleurs, c'est-à-dire pour booster sa marque personnelle aussi, ou est-ce que ça peut être un... Voilà. Donc là, on entre dans le champ de ce qu'on appelle le storytelling. Donc en fait, comment raconter une histoire sur les réseaux sociaux quand on crée du contenu. Et ça, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà abordé ou si certains d'entre vous connaissent déjà le métier vraiment qu'on appelle le métier de copywriter, en fait, hein, voilà, qui est de la rédaction pour quelqu'un d'autre, pour un objectif, pour une entreprise en général, avec un objectif de vente, un objectif commercial. Donc, c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui sont rédacteurs web pour la plupart, et qui en fait vont mettre leur qualité rédactionnelle sur les réseaux sociaux ou par des newsletters au service des entreprises, et qui, pour vendre un produit, vont créer une histoire autour. Et les plus grands copywriters de LinkedIn ont le don de créer des histoires à partir de leurs événements personnels, en fait, de ce qui se passe dans leur vie personnelle. Alors après, il y a avec Anne-Sophie, on s'en envoie de temps en temps. Il y en a qui vont qui sont un peu extrémistes et qui utilisent, vous savez, du type oui, mon gamin de 5 ans est un futur entrepreneur parce qu'il m'a dit ce matin, papa, oui, je vais vendre des allumettes dans la rue parce qu'il fait froid. Voilà, donc ça, c'est comment utiliser un événement personnel pour derrière vendre un produit, en fait. Et donc, à la fin, en général, de la publication, le copywriter dit bon, bah voilà, achetez les allumettes de mon client parce que comme ça fera de vos enfants de futurs entrepreneurs, quoi. Voilà, des fois, c'est un peu poussé, effectivement. Mais ça, c'est vraiment l'extrême.
à la base, vous pouvez tout à fait inclure des éléments de votre vie personnelle, tout ce qui se passe dans votre vie personnelle, dans votre création de contenu pour atteindre vos objectifs professionnels. Encore une fois, tout dépend comment vous créez le lien entre les idées, entre l'aspect personnel et l'aspect professionnel. De manière générale quand même, notamment quand on est en recherche d'emploi, salarié à temps plein, voilà, vraiment avec des modes de recrutement très classiques. On recommande d'éviter quand même les sujets polémiques. Ça, il faut faire très très attention. La politique, on fuit la politique. Hein. Après, on rentre dans les publications putaclic, comme on appelle, et qui là ne génèrent aucun lead en fait. Hein. C'est vraiment juste de la visibilité, de la mauvaise visibilité, mauvaise publicité. Donc ouais, les postes politiques, ça vraiment, il faut éviter. Et tous les postes complotistes hein, aussi, ça, on évite sur un profil, ça fait pas top. Mais après, voilà, vous pouvez tout à fait simplement, dans un premier temps, partager un vernissage auquel vous avez assisté, un événement auquel vous avez assisté, et de dire « Oh, bah, c'était super d'assister à cet événement, d'être présent. Merci à Machine et Machin pour l'invitation. Hyper intéressant de découvrir le travail de tel artiste et de telle collectivité territoriale. » C'est une publication vraiment très, très naturelle, en fait, voilà, qui part de votre vie personnelle, mais qui reste joyeuse, positive, optimiste. Et ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. L'optimisme, la positivité, 100% sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens, même quand on leur dit ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de leur parler, effectivement, de parler du petit déjeuner qu'on a mangé ce matin, évidemment. C'est justement exactement ça, d'être allé voir une exposition, d'être allé, d'avoir rencontré peut-être, voilà, un professionnel, un échange, un vernissage, etc. Et tout le monde, enfin, il y a tellement de gens qui disent, mais moi, j'ai trop peur de le faire, j'ai trop peur de passer à l'acte, et j'aimerais vraiment rassurer tout le monde. Je pense qu'Alix, tu seras d'accord avec moi qu'on n'a jamais été à l'aise au début. Enfin, je veux dire, il faut bien se lancer. Oh, et puis, moi, j'étais terrifiée. Mais oui, mais c'est comme un muscle, quoi. C'est-à-dire qu'au plus on en fait, au plus on est à l'aise, au plus on trouve les sujets de conversation. Donc, il faut juste se lancer. Et franchement, je sais plus c'était quoi le pourcentage, mais c'est assez affolant. Sur LinkedIn, je crois qu'il y a que 1% des gens qui sont vraiment actifs, en fait. Donc, il y a de la place, quoi. Oui, il y a c'est énormément de place, surtout surtout dans la culture. C'est vraiment un secteur qui, il y a encore 10 ans, était très, très peu actif sur les réseaux sociaux, enfin même sur LinkedIn de manière générale. Et maintenant, on en voit de plus en plus. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens comme nous, comme Anne-Sophie, moi, ou des entrepreneurs. Vous connaissez peut-être aussi Valentin Schmitt d'Askmona, qui est personne à suivre aussi, hein, je vous recommande, qui fait vraiment des super publications sur l'intelligence artificielle, voilà, dans le secteur des musées et du patrimoine. Mais c'est des gens comme vous et moi. Enfin, on n'est pas des stars. Enfin, on est vraiment des personnes comme vraiment tout à fait banales à la base. Et c'est juste qu'un jour, on s'est dit bon bah voilà, j'ai envie de partager ma passion en fait sur LinkedIn. Et ça, c'est très important dans les conseils que je donne. C'est qu'à la base, il faut que ça vienne de votre passion. Et de toute façon, on est dans des métiers passion. Hein. Donc bon, ça vient, c'est un peu naturel. Et c'est vrai que c'est important, voilà, de partir aussi de ça, de partager vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui vous plaît, ce que vous appréciez au quotidien dans votre métier, dans votre cadre professionnel, même si vous êtes en recherche d'emploi, de parler des personnes que vous rencontrez, de remercier ces personnes aussi sans cesse pour ce qu'elles font pour vous, ce qu'elles vous ont apporté. Ça, c'est très important, c'est du donnant-donnant hein, de toute façon. À partir du moment où vous identifiez des personnes dans votre publication, c'est toujours bien de dire merci. Voilà, c'est vraiment un bon moyen parce que la personne va voir votre publication et derrière va souvent liker, commenter, et donc ça fait remonter, voilà, ça génère du trafic sur la publication, comme on dit. Exactement, c'est le fameux algorithme. L'algorithme, tout à fait. De LinkedIn. C'est ça. Et si jamais, il y a aussi Aurélie Roman qui, elle, par exemple, conseille de partager des articles de veille. J'ai lu cet article, il est intéressant, il me parle parce que, par contre, corrigez-moi si je me trompe, mais normalement aussi en termes d'algorithme, c'est quand même moins percutant si on est dans le partage. Tout à fait, le partage, exactement. En termes d'algorithme, le partage est moins pertinent qu'un commentaire, par exemple. Donc là aussi, s'il y a des créateurs de contenu que vous appréciez, plutôt que de partager leur publication, mettez un commentaire. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et ça, c'est... Alors après, le partage de veille, ça peut être une première base dans un premier temps. Quand vous n'êtes pas encore assez à l'aise avec le fait de créer toute une histoire, encore une fois, autour de ce que vous avez fait de votre journée ou de votre soirée, dans un premier temps, vous pouvez simplement dire que vous appréciez un article ou que vous appréciez la mise en lumière sur tel ou tel
artiste, telle ou telle pratique artistique dans un article en particulier. Là, au moins, voilà, c'est beaucoup plus tranquille, on va dire, vous prenez moins de risques. Et dans un premier temps, ça peut toujours quand même permettre de mettre un pied, voilà, dans le développement de la marque personnelle, puisque l'idée, encore une fois, c'est de renforcer votre visibilité, c'est de vous rendre visible sur le réseau. Et même la base, même avant ça, c'est de simplement commenter et liker d'autres publications. C'est déjà ça, voilà. Et de vous connecter à d'autres personnes du réseau. Encore une fois, c'est pas grave si vous les connaissez pas. Vous pouvez tout à fait vous connecter avec elles sans aucun problème. C'est vraiment, voilà, la première chose. Le profil, le réseau, donc ajouter des personnes et commencer à être actif. Et par être actif, c'est simplement commenter et liker des publications du réseau. Exactement. Et puis effectivement, tu parlais du réseau, en fait, et tu parlais de veille tout à l'heure. La veille, c'est alors en termes de veille d'outils, veille d'action, veille culturelle de façon générale, mais aussi veille sur l'emploi ou veille sur les collaborations possibles quand on est freelance. Au plus on a de réseau, au plus on voit des choses apparaître, au plus aussi, je sais pas si vous connaissez le petit hack de cliquer une fois sur la cloche pour suivre les créateurs de contenu ou alors en tout cas les entreprises ou Et de recevoir les profils. les notifications, oui. Exactement, pour ne rien louper, parce qu'il se passe aussi des choses sur LinkedIn et que sur LinkedIn. Donc c'est vrai que ça, il faut vraiment pas le... Alors, on a beaucoup parlé de LinkedIn, du coup, j'essaye d'accélérer un peu parce qu'il est déjà bientôt l'heure par rapport aux autres réseaux, par rapport aux autres... Et oui, tout à fait. Aux autres choses qu'on peut faire, parce qu'il n'y a pas que LinkedIn, même si c'est une base qui est gratuite, facile à mettre en place. Honnêtement, encore une fois, ça se muscle. Donc petit à petit, on y va. On fait pas ce qui va à l'encontre de ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est clair, Alix, c'est super que tu l'aies noté aussi. Toujours très, très, très important. Ne jamais se forcer. Voilà, c'est vraiment... Il y a d'autres plateformes qui existent. Exactement. Alors justement, tu parlais de YouTube tout à l'heure. Alors lancer sa chaîne YouTube, pourquoi pas, ça mais c'est assez ambitieux. Alors oui, effectivement, c'est très ambitieux. Moi, j'en parle surtout parce qu'on a plusieurs exemples dans les membres de notre communauté qui sont très peu actifs sur LinkedIn en fait, mais qui ont réussi à passer, vous savez, cette terrible le passage, obtenir un entretien. Voilà, clairement, c'est souvent le plus difficile quand on cherche un emploi. C'est de passer la phase après l'envoi du CV et de la lettre de motivation, c'est d'obtenir ce fameux entretien. Et c'est vrai qu'on a des créateurs et créatrices de contenu de notre communauté pour qui le fait d'avoir une chaîne YouTube, mais même avec 600 abonnés, quoi, vraiment genre 300 abonnés, rien que parce qu'ils avaient cette présence en ligne et ils faisaient des choses un peu originales dessus, a été Twitch aussi beaucoup. A été vraiment déterminant. C'est ce qui a plu aux recruteurs. C'est vraiment quelque chose qui peut être un élément de différenciation par rapport à des personnes qui auraient exactement le même profil que vous. C'est exactement ça, c'est se différencier. Alors donc là, il y a ça, il y a éventuellement aussi la création peut-être d'un blog. Ça se fait encore parce que le blogging oui, ça se fait encore, revient. Mais oui. Le blog, et c'est vrai que l'avantage du blog, c'est que quand on a vraiment de belles qualités rédactionnelles, ça permet de créer des contenus absolument formidables en fait. On peut y ajouter plein de photos, plein de liens aussi, hypertextes. Et là aussi, ça permet vraiment de renforcer sa visibilité. Puisque là, vous pouvez tout à fait avoir un blog qui marche super bien et sans avoir de profil LinkedIn, et vous allez quand même développer votre marque personnelle en fait. Encore une fois, LinkedIn n'est pas la seule possibilité. Instagram aussi, beaucoup. Tous les candidats de notre communauté qui, même avant d'arriver dans le secteur culturel, avaient un petit compte Instagram qui partagent des anecdotes d'histoire de l'art, qui partagent des sorties culturelles, qui partagent des contenus amusants, des contenus de vulgarisation historique aussi, ça c'est assez marrant. Ça leur a servi dans le développement de leur marque personnelle et dans leur recherche d'emploi. Ça a aussi été assez déterminant. S'il y en a qui veulent, je pourrais vous donner des tonnes de noms aussi par la suite, vous pourrez me demander, de tous ces créateurs de contenu actifs sur plein de réseaux différents. Et ça, c'est Instagram et Twitter aussi, il y en a pas mal qui ont investi là-dedans et ça reste quand même des plateformes assez utiles. Il y en a une autre aussi dont on parle peu en tant que personne seule, individuelle, c'est la newsletter. Donc, il y a quelques très beaux exemples, notamment avec Omer Pesquet, que je pense la plupart connaissent. Il y a aussi Muséodrome, où c'est vraiment c'est comme ça qu'effectivement, il s'est fait connaître. Donc, c'est aussi une stratégie. Rachel Chenu qui fait de la veille sur la médiation, mais pas que. À la base, c'était parti de là. Et puis, c'est sur le milieu culturel en général, mais c'est toujours
très ciblée en fonction des catégories qu'elle fait. Ça, c'est une newsletter qu'elle a lancée à la base sur LinkedIn. Donc, il y a aussi cet outil-là sur LinkedIn quand on est en mode créateur, hein, c'est effectivement de pouvoir faire des newsletters qui s'envoient à tout son réseau, à tout le réseau. Et donc, plutôt que d'avoir un blog, ça peut être quelque chose de beaucoup plus agile comme ça, en fait. Beaucoup plus simple à mettre en place. Et puis, alors Aurélie Romont a parlé évidemment du blogging par rapport à Mon Chat Watson. Des fois, on n'a pas besoin de recréer un blog, on peut aussi co-créer avec les personnes qui ont déjà monté un blog. Et ça, je pense que c'est aussi important de le préciser parce que parfois, on n'a pas le temps, l'énergie, l'idée. Il faut savoir peut-être monter un petit site internet, etc. Ça peut paraître une montagne, alors qu'on peut tout à fait imaginer quelque part, enfin, c'est le double effet qui se coule d'avoir quelqu'un comme ça qui nous rejoint en effet sur cette plateforme-là. Donc voilà, du coup, je ne sais pas s'il y a encore, si les autres, peut-être d'autres personnes s'y pensent à d'autres modes de comment est-ce qu'on peut développer sa marque personnelle. Mais là, je pense qu'entre le blog, la chaîne YouTube, on a dit Instagram, la newsletter, son profil LinkedIn, voilà, et puis le fait d'aller réseauter. Ouais, le réseautage, et oui. Et là, on passe sur la partie hors ligne aussi, surtout. Bah oui, la partie hors ligne. Voilà, ouais. Bon, bah peut-être, vas-y, on a encore un petit peu le temps. Allez, c'est les gens qui pourront encore nous suivre quelques temps sur effectivement Donc, la partie hors ligne, comme tu disais. Oui, donc pour les personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec tout ce qui est digital, hein, ça vraiment il n'y a aucun souci, hein, il y a vraiment c'est pas pour ça que vous n'allez pas trouver un job, hein, alors moi je recommande quand même le profil LinkedIn, voilà. Ça c'est la seule chose, s'il vous plaît, ayez au moins un profil LinkedIn un petit peu optimisé, un petit peu riche, ou qui montre que vous êtes un petit peu actif. C'est tout ce qu'on demande, parce qu'en fait la première chose qu'un recruteur va faire quand il va recevoir votre CV, si votre profil l'intéresse, il va taper votre nom dans Google. Et donc, la première chose qui va apparaître, c'est votre profil LinkedIn. Et si votre profil LinkedIn, c'est pas de photo, quasiment aucun titre, aucun contenu, ou encore pire, la photo floue, la photo avec les yeux rouges, la photo de vous avec le bras coupé comme ça, parce que vous n'aviez pas de photo seul, c'est votre pote qui a été coupé comme ça. Ça, non, c'est pas du tout professionnel, en fait. Il faut absolument éviter. Et vraiment, juste voilà, des petites informations sur le profil, des bons mots-clés liés à votre secteur d'activité, à votre métier visé et à vos domaines de compétences, vos domaines d'expertise. Ça, c'est très important. C'est déjà très bien. Une fois que vous avez ça et vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose de création de contenu vraiment impossible sur les réseaux sociaux notamment, bah, il y a toute la partie hors ligne. Et cette partie hors ligne, c'est comment vous allez renforcer votre visibilité et renforcer surtout votre positionnement sur le marché en mettant en avant vos domaines d'expertise hors ligne, donc vraiment en dehors du monde digital. Et ça va essentiellement passer par le réseautage en présentiel, en fait, hein, dans des événements. C'est toute la partie événementielle, et on a cette chance dans le secteur culturel d'avoir vraiment des tonnes d'événements auxquels on peut assister, quel que soit le secteur d'activité, des événements professionnels, des événements simplement personnels. Et c'est vraiment l'idée d'y aller en fait à fond, d'aller sur place, de vous rendre sur place, de rencontrer des personnes, d'échanger avec elles. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est d'aller dans ces événements avec quelqu'un, voilà. Et si possible, quelqu'un qui connaît déjà des gens sur place, voilà. Comme ça, cette personne-là va pouvoir faire le lien en fait entre vous, et petit à petit, vous allez étoffer votre réseau complètement en dehors de LinkedIn. Et ça, c'est vraiment ce que vous voulez. Et les événements, je vous dis, c'est tellement large. C'est les vernissages, c'est les conférences, les tables rondes, les salons professionnels. C'est tout ce qui est vraiment lié à votre secteur d'activité. Et là où l'intérêt d'être un minimum actif sur LinkedIn aussi, c'est que votre veille va vous servir à savoir quels sont les événements dans votre région, quels sont les événements proches de chez vous auxquels vous allez pouvoir assister et sur lesquels vous allez pouvoir réseauter en fait. Donc cette partie hors ligne, elle est vraiment très, très, très importante. Elle est hyper importante, surtout que justement... Ah pardon, Sarah, vas-y. Non, du tout, c'était juste pour compléter sur les plateformes qui ont été citées. Il y a aussi quelqu'un qui a dit TikTok, effectivement. TikTok, voilà. non. Ça, c'est et les podcasts, voilà. Du tout ma génération TikTok, mais effectivement, il y en a qui se mettent dessus. Chloé a un compte sur TikTok d'ailleurs où elle partage ses sorties culturelles aussi. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée, hein. Il y a des créateurs de contenu aussi qui étaient sur Instagram, notamment dans la création de contenu pour les musées, qui se sont mis sur TikTok aussi. Et ça fonctionne aussi bien. Et puis un dernier, évidemment, on l'a oublié, le podcast. Je me disais bien aussi qu'on en avait un dans le podcast, c'est évident, bien sûr. Il faut aller écouter Omnia Tips, n'est-ce pas? Et Omnia Tips, le podcast by Omnia Culture. Voilà. Non, ça, le podcast, c'est effectivement peut-être... Mais c'est aussi très chronophage en entendant les créateurs de contenu sur podcast. Voilà, donc c'est... Mais c'est très chouette. Alors, je fais un lien entre
la découverte en face à face avec des professionnels, parce que c'est vrai qu'on est quand même des êtres sociaux, donc voir les gens d'une manière ou d'une autre, même le fait là, on est en visioconférence, rien que de voir nos visages, etc., d'entendre nos voix, c'est important. Et puis encore plus important, c'est de savoir garder le lien, quand même soigner son réseau, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en fait pendant nos études. Et c'est un peu il y a quand même du bon sens, mais il y a quand même vraiment je pense des progrès à faire dans ce sens-là, parce que c'est pas possible en fait qu'on ait conseillé quelqu'un et puis qu'on n'ait plus de nouvelles, et puis que 2 ans après, la personne revient nous chercher pour avoir de nouveaux conseils, sans nous avoir donné des nouvelles entre-temps, savoir qu'est-ce que cette personne est devenue, etc. Et au-delà de ça, c'est pareil, une personne qu'on aurait rencontrée avec qui le lien se serait très très bien passé, par exemple pendant un vernissage, paf, on passe sur LinkedIn, petit MP, et puis on se rencontre éventuellement en privé, ou alors on se refait une visio peut-être sur un point précis. Il y a forcément des choses que vous voulez éventuellement creuser. Pour remercier les gens. Le réseau, ça s'entretient. Et la première étape, c'est remercier. C'est vraiment remercier, tenir au courant. Et ça, c'est très, très simple. Ça prend 1 seconde, un mail, un MP sur LinkedIn, simplement pour remercier la personne des conseils qu'elle vous a donnés. Et derrière, garder le lien, la recontacter et lui dire, au fait, merci de m'avoir mise en relation avec telle autre personne. Ça m'a beaucoup aidé. Et derrière, j'ai pu obtenir un entretien dans mon entreprise de rêve. Voilà, par exemple. Et alors, même s'il s'est rien passé, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, non, mais je t'ai pas recontacté parce qu'il s'est rien passé. Oui, mais du coup, ça fait quand même plaisir de savoir que, qu'il s'est rien passé. Non, pas forcément, parce que des fois, on n'a pas, mais simplement dire, je vais juste te dire pour le moment où est-ce que j'en suis dans ma situation, et puis c'est tout, un petit coucou, et puis comme ça, on sait jamais. Et puis nous, effectivement, même quand on n'est pas chasseur de tête, on peut penser à la personne, parce qu'en fait, justement, c'est quelqu'un qui a su entretenir son réseau, mais de façon authentique, hein. Je pense pas de passer la pommade pour faire exprès, mais simplement. Mais c'est le concept. Non, mais c'est vraiment ça, Anne-Sophie. Tu as dit exactement la formulation. Ce que vous voulez en développant votre marque personnelle, c'est qu'on pense à vous. C'est qu'on pense à vous pour toute opportunité qui se présenterait dans notre propre réseau. C'est qu'on se dise, ah oui, tiens, là, j'ai besoin d'un ou d'une chargée du développement des publics, mais pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de diffuser une offre et tout. Je veux d'abord voir ce qu'il y a dans mon réseau. Et donc là, moi, en tant que recruteuse, je vais demander autour de moi, tu connais pas quelqu'un qui pourrait correspondre à ce poste-là? Là, on entre vraiment dans le marché caché de l'emploi. Mais c'est ce que vous voulez, c'est que la personne en face vous dise, ah mais oui, mais attends, effectivement, j'ai rencontré récemment, ou je suis sur LinkedIn, une super étudiante, là, ou une super jeune diplômée qui fait, qui vient de finir son stage, c'est un de mes partenaires. Je vois qu'elle est assez active dessus. Je vois régulièrement ses publications sur la relation avec les publics, les innovations dans la médiation, peu importe. Et ça pourrait être intéressant. Pourquoi est-ce que tu la contacterais pas? Donc c'est vraiment ça. Vous voulez attirer naturellement, en organique, comme on appelle ça, des opportunités professionnelles à vous. C'est vraiment l'idée, c'est d'attirer naturellement des opportunités. C'est qu'on commence en fait à penser à vous quand on a une opportunité professionnelle pertinente. C'est ça vraiment la marque personnelle et le réseau associé. C'est ça, c'est l'objectif. Mais c'est exactement ça. Écoute, sur ces mots magnifiques, merci Alix pour toute ta transparence, ta générosité dans les informations, et j'espère que ça aurait inspiré ou rassuré, ou lancez-vous, franchement, il n'y a rien à perdre, il n'y a pas mort d'homme même en marque personnelle, franchement. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, il ne faut surtout pas se décourager. C'est du long terme. Ouais, c'est du long terme, il ne faut pas se décourager, faites des tests dans un premier temps, voyez ce qui marche moins auprès de votre communauté, entre guillemets, et essayez de trouver le bon filon, parce qu'une fois que vous l'aurez trouvé, ça ira tout seul. Ça sera beaucoup plus facile. Exactement. Trouver merci le bon filon, beaucoup, comme Alix. pour vous. Et puis, merci beaucoup. Lancez-vous. Oui, à bientôt tout le monde. Suivez-nous. Suivez-moi. Suivez Anne-Sophie sur LinkedIn. Suivez Omnia Culture. Suivez la Lucarne, évidemment. Et si vous avez besoin, nous, on est vraiment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Et chez Omnia Culture, on propose plein de services pour vous accompagner dans le développement de votre carrière. Donc, vraiment, n'hésitez pas. On conseille à fond. À bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.